Vous écoutez le podcast de la formation, le podcast fait par et pour les actrices et acteurs de la formation. Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur le podcast de la formation, dédié aux formatrices qui souhaitent profiter de retours d'expériences terrain qui fonctionnent et de stratégies détaillées étape par étape. Chaque épisode vous permet de mettre en place des actions immédiates et d'obtenir des résultats efficaces et concrets. Bonjour et bienvenue sur le podcast de la formation pour ce nouvel épisode. Je reçois aujourd'hui Michael. Michael, peux-tu te présenter ? Alors bonjour, moi c'est Michael, je suis consultant méthode et qualité dans le BTP et j'ai récemment engagé des actions de formation avec des entreprises dans le métier du BTP bien sûr, avec lesquelles on a dû développer une offre totalement personnalisée de formation orientée qualité et pour lesquelles je me suis appuyé sur mon expérience de maître du jeu, donc de maître du jeu dans le jeu de rôle papier, comme on le dit traditionnellement, et ce qui m'a permis de mettre en place des astuces de mise en situation et des astuces de déroulement de formation de manière à optimiser la séance pour tout le monde. Ok, et alors du coup, de quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Michael ? Et ben donc déjà, comment je me suis un petit peu retrouvé à faire de la formation, je pense que c'est important à comprendre. Moi, donc à la base, mon orientation, je pense qu'on m'a entendu dire beaucoup ce mot-là, c'est que la qualité. J'ai pris une orientation de amener la qualité dans le métier du BTP, le savoir bien faire, le vouloir bien faire. Et en fait, aujourd'hui, les modes opératoires papier, comme on le faisait dans le temps, tout ça, c'est un peu dépassé. Ça marche encore, mais c'est un peu dépassé. Et ce qui a été, on va dire, déclencheur, c'est de mener des actions de formation en disant on va mettre 15 personnes dans une salle, donc jusqu'à 15 personnes. On va les mélanger. On va mettre autant des personnes de production, et quand je dis production, c'est pas péjoratif, c'est toute personne menant la construction, et des personnes de l'encadrement, donc chef de chantier, conducteur de travaux et méthode. On va les mettre dans la même pièce et on va les confronter à des réalités, donc et à des méthodes de bien faire et à un sujet précis. Et en D'accord. fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire de la formation. Je me suis retrouvé en étant, comme je le dis souvent, pas formateur, à devoir former, à devoir guider le savoir, la distribution du savoir vers ces gens-là, et surtout la distribution des bonnes pratiques. Donc souvent, j'ai ce propos liminaire qui est de dire que je me vois comme un informateur. Je viens pas leur apprendre leur métier, je viens leur donner des astuces, leur donner des outils qui leur permettent de mener à bien leurs actions. D'accord, et toujours avec une visée qualité te concernant, hein. Toujours avec une visée qualité. Alors toujours la qualité n'excluant pas d'autres facteurs, hein, bien sûr, la sécurité avant tout, mais toujours dans une option bien faire du premier coup, comme j'aime le dire. Si on pouvait définir qualité, c'est quoi travailler dans... Parce que tout le monde en parle, travailler dans la qualité, faire de la qualité. C'est quoi faire de la qualité, travailler dans la qualité, développer la qualité, c'est quoi ? Alors c'est une notion que je détermine beaucoup à l'entrée de mes formations. Je demande souvent à chacun de mes stagiaires de se présenter en donnant leur nom, leur prénom et de me donner leur version de la qualité. Donc j'ai différentes versions, j'ai souvent des jokers, hein, j'ai pas d'idée. Et moi, souvent, à la suite, je leur détermine ma vision de la qualité. Et ma vision de la qualité, c'est construire bien, construire sûr, construire juste. Donc dans le métier de la construction, ça va être le bien faire du premier coup. Parce que le gros problème qu'on a dans notre métier, c'est de refaire, de repasser. C'est un problème qui est dans beaucoup de métiers, mais il a des conséquences lourdes dans le BTP. Refaire dans le BTP, c'est l'exposition à des matières dangereuses, c'est des temps à rallonge, c'est de l'usure physique aussi. Oui. Donc ça, c'est pour le construire bien. Construire sûr, c'est construire en sécurité. C'est ne pas prendre de risques lorsqu'on construit. Ne pas mener des actions qui sont risquées pour nous ou pour nos collègues. Ouais. Et la dernière, c'est construire juste. Ça va être le respect des normes. C'est-à-dire que penser que ce qu'on construit, j'ai tendance à dire qu'on le signe au minimum pour 10 ans. Parce qu'en gros, il y a cette année où on est sur le chantier, où on construit, hein. Après, il y a une année qu'on appelle l'année de parachèvement, où on va régler les derniers problèmes qui sont apparus. Et après, il y a les 10 ans de décennale. Donc, ce
qu'on construit, on doit au minimum le construire pour 10 ans. Je pense pas que quand on construisait des cathédrales, fut un temps, on se disait bon bah dans 10 ans elles tomberont, c'est pas grave, on en refera d'autres. Ça, je pense que ça la foutrait mal. Et donc c'est un peu cette logique que j'essaye d'apporter à mes stagiaires dans ces sessions de formation en leur disant voilà, ce que vous construisez, vous le signez. Et c'est pas parce que votre vision, alors souvent c'est le problème qu'on a avec le personnel de production, comme je dis, pas de manière péjorative, mais c'est qu'ils voient le chantier pendant un an, et au bout d'un an, ils s'en vont, ils vont vers un autre chantier, leurs aventures continuent, et ils n'ont plus de visibilité de ce que devient le chantier. Sauf que ce qui va coûter cher aux entreprises, c'est en réputation et en financement, c'est ces années qui vont suivre, c'est toutes ces réparations qu'il va falloir mener parce qu'on n'aura pas bien fait du premier coup. Je pense à quelque chose, tu parles du secteur du BTP. Alors moi, quand tu me parles de BTP, je pense Vinci, je pense qu'il y a des boîtes énormes. C'est quoi le profil de tes clients? Alors aujourd'hui, au niveau client, donc moi je travaille en partenariat avec un centre de formation qui vient appuyer la partie administrative de mes formations. Donc fournir Calliope, structure informative et compagnie. Et aujourd'hui, on distribue ces formations à des clients. Donc pour sans citer, mais pour en situer un, par exemple, un groupe régional, donc régional plus plus, étant donné qu'il couvre plusieurs régions, acteur du gros œuvre, un autre acteur du gros œuvre qui est pareil, qui a une couverture plutôt sur la région parisienne. Aujourd'hui, les gros nationaux, souvent, comme tu as cité, Eiffage, Vinci, tout ça, sont des sociétés qui ont des organismes de formation en interne. Ouais. Donc, sur les sujets qualité, sur des sujets autres que des sujets diplômants, ne font pas appel à des cabinets externes ou de manière très sporadique. Par contre, aujourd'hui, des groupes, moyens gros ou petits moyens, vont avoir des réels besoins sur le sujet. Ouais. Non pas parce qu'ils font moins de qualité que les gros nationaux. D'ailleurs, bien au contraire, c'est souvent que les gros nationaux ont plus c'est plus facile à masquer. C'est noyé dans la masse. C'est plus gros. C'est plus gros, ça passe plus inaperçu. Alors que eux ont des situations où ces non-qualités à répétition peuvent leur nuire à leur réputation, nuire à leur financement et nuire à la stabilité économique de leur société. Et pour eux, se mettre dans une démarche qualité, formation qualité, ça leur permet déjà de un, d'éviter ces problèmes-là à la source, et ça leur permet aussi une communication claire et transparente vis-à-vis de leurs clients en disant, vous voyez, nous mettons en œuvre le nécessaire pour ne pas avoir de problème avec vos chantiers. Il y a un point qu'on n'aborde pas souvent en formation, c'est que la formation est souvent vue comme une dépense, hein, un poste de dépense. Concrètement, comment alors est-ce que les entreprises qui viennent te voir, qui te démarchent, sont déjà conscientes qu'elles ont un besoin d'améliorer leur processus qualité? 2, est-ce qu'elles y sont poussées par les demandes terrain, les demandes métiers? Et 3, alors ça fait 3 questions dans une, hein. Est-ce que comment elles mesurent cette dépense et comment elles évaluent le retour sur investissement de cette dépense? Vous en parlez des fois de ça? Alors, c'est des sujets, pour être très honnête, qui sont très nouveaux pour moi, parce que donc moi, j'ai fait une redirection de mon activité. Cette orientation qualité, je l'ai pris depuis un an, Ouais, donc depuis le mois d'août dernier. Et mais je vais tenter quand même de t'apporter une réponse tu de ce que perçois, j'ai quoi. aujourd'hui comme élément. La première des choses, moi aujourd'hui, je propose, j'ai multi-casquettes. C'est-à-dire qu'au-delà de mes formations, je propose des services d'audit qualité, de visite qualité, d'aide à la mise en place de modes opératoires avec les entreprises. Donc ça peut être une des portes d'entrée. C'est-à-dire que la porte d'entrée vers le fait de se rendre compte qu'on a des problèmes de qualité et qu'on peut peut-être les résoudre, ça peut être moi qui joue aussi le rôle du lanceur d'alerte. Oui, l'amorçage. Oui. L'amorçage, voilà. Après, l'autre situation, c'est l'entreprise qui en est consciente, hein, qui se rend compte qu'elle dépense, des heures et des heures de. Alors dans le métier, on a le finisseur. Hein. Le finisseur, c'est celui
qui va passer de la pommade, surtout dans le gros œuvre, sur un peu tout ce qui n'a pas été. Et ils se rendent compte qu'elles dépensent des heures et des heures. Elles se rendent compte qu'elles ont des dépenses anormales dans cette année de parachèvement ou dans ces 10 ans de décennale. Parce que c'est pas parce que ça devient le problème des assurances qu'elles n'en sont pas au courant. Oui. Et là, il y a un signal d'alerte qui s'ouvre. Souvent, il y a une prise de conscience qui est faite dans les services, dans ces services-là, et on se dit bon bah comment faire ? Bon bah on rétro-analyse toute la chaîne, on revient à la source et on se dit bon bah on va résoudre le problème. Ça c'est les manières d'ouvrir la conscience. Aujourd'hui, les premiers retours que j'ai eus des formations sont souvent du terrain. C'est-à-dire que il y a quelques semaines de ça, on a mené une action sur le sujet des planchers, donc de couler un plancher de qualité. Et un des gros problèmes des planchers, c'est dans notre métier, c'est les inclusions. C'est un petit peu tous les déchets qu'on peut laisser sur le coffrage avant de couler le béton. Et il y a quelques semaines de ça, j'ai eu un retour terrain en direct, un petit SMS en disant hey, t'as vu, on a ramassé tous les déchets. Et là, Oui. bah, tu te dis bon bah j'ai pas parlé pendant 7 heures pour rien. T'as un petit instant de soulagement. Tu te dis ah bon bah ma foi ça a marché. Il y a eu une prise de conscience. Et en fait, aujourd'hui, c'est ça. La prise de conscience aujourd'hui, te donner réellement un retour sur investissement, j'en suis pas actuellement capable. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est des problèmes qui coûtent cher. C'est vraiment des problèmes qui, à la fin, ont un coût très conséquent. Moi, c'est des coûts que je chiffre et que je révèle souvent en entrée de mes formations, de manière à, comme je dis dans cette salle de formation, même si j'ai des gens de production qui ne seront pas soumis à ces coûts, je leur fais comprendre que l'erreur, elle a ce prix-là, et qu'elle a ce prix-là pour leur entreprise. Et alors souvent, bah, quand on tape au porte-monnaie, ça éveille les consciences. J'ai cette phrase de dire, il faut pas s'étonner derrière, ça peut paraître trash, hein, mais il faut pas s'étonner derrière s'il n'y a pas d'augmentation. Par exemple. Parce que bah, quand on passe X milliers d'euros dans la non-qualité, et c'est X milliers d'euros qu'on passe pas dans autre chose. C'est ça. Et en fait, je les confronte tous à la réalité de la non-qualité. Et ça a un impact direct parce que je le vois dans les discussions qu'on a à l'issue des sessions de formation. On finit chaque session par un moment de discussion et tu as un effet waouh en disant ah, on s'imaginait pas que les conséquences c'était ça, qu'elles soient financières ou structurelles d'ailleurs. D'accord. Alors écoute, on a posé le cadre là maintenant, et puis tout à l'heure tu nous as dit quelque chose qui moi m'interpelle. Tu m'as dit voilà, moi je mets en place des formations et j'utilise ma compétence, mon savoir-faire de maître du jeu. Alors si tu veux bien maintenant nous expliquer ce que c'est et puis nous expliquer comment tu le mets en œuvre, parce que là on est impatient de savoir là. Alors je pense que la première chose à faire, c'est expliquer qu'est-ce qu'est le jeu de rôle papier. Alors le jeu de rôle papier, c'est on incarne, chaque personne incarne, donc on est autour d'une table, chaque personne incarne un personnage dans un monde fantastique ou pas, hein. On peut ça peut être mener une enquête policière ou parler d'un monde fantastique. Et cette séance de jeu, elle est animée, maîtrisée, gérée par ce qu'on appelle un maître du jeu. C'est-à-dire que lui a tous les clés de l'histoire, il incarne tous les PNJ, les personnages non joueurs, donc tous les personnages que nos aventuriers vont pouvoir rencontrer. Et en tant que MJ, tu dois donc bâtir ton aventure, bâtir ta campagne, pour utiliser le terme consacré, et savoir emmener tes joueurs vers là où tu as besoin. Parce que si tu as prévu que au 3e virage, il t'allait tourner à droite, il faut pas négliger l'intention humaine de se dire qu'au 3e virage, ils vont tourner à gauche. Mais c'est cela, oui. Et il y a même de grandes chances que si tu les forces un peu trop à aller à droite, ils tournent à gauche. Et donc tu dois développer en tant que maître du jeu des astuces qui vont te permettre d'emmener les gens vers là où tu as prévu, hein, parce que bah, c'est pareil, tu as construit un décor, hein, pour faire simple, tu as construit un décor dans ta campagne, mais ton décor, il n'est pas infini. Au bout d'un moment, il s'arrête. Donc il faut être capable de rebondir, il faut être capable d'emmener les gens vers là où tu as besoin de les emmener. Et
comme je te l'ai dit, la formation, c'est assez nouveau pour moi. Et quand je me suis retrouvé à devoir former des gens, j'ai un peu fait le tour de mes poches, j'ai ouvert un papier et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai comme compétences aujourd'hui pour former des gens? Bon, mes connaissances en BTP, on est OK. Ça, c'est déjà pas mal. Savoir parler, ça va pas trop mal. Hop. Bon, maintenant, comment gérer des hommes? Bon, bah, j'ai commencé sur un chantier il y a à 15 ans. En plus, en étant un fils d'eux, donc avec tout un tas de personnes qui pouvaient avoir l'intention de se dire on ne sait pas payer le père, on va se payer le fils. Bon, bah c'est bon, j'ai le cuir dur, je suis blindé. Bon, maintenant il faut rendre ça intéressant. Et là, je me suis dit bon ben en fait, ça revient à la même chose que de monter une campagne de jeu de rôle, c'est-à-dire que j'ai 15 bonhommes en formation qui n'ont qu'un seul but à la fin de cette journée, c'est de se dire on a réussi, on a fait plier le formateur parce qu'ils n'avaient pas envie d'être là. Et dans une salle de jeu de rôle, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu as 5-6 aventuriers devant toi qui n'ont souvent qu'un seul but, c'est de te dire ok, c'est toi qui maîtrises le monde, et ben on va plier le monde à ce qu'on a besoin. Et souvent à devenir le plus puissant possible. Donc c'est avec ces techniques-là, et en particulier une du faux choix, ce qu'on appelle en milieu du jeu de rôle le faux choix. C'est je vais laisser les gens face à un dilemme qui où concrètement ils n'ont pas le choix. Ils ont le choix, mais ils n'ont pas le choix. Ils ont l'impression de l'avoir. Voilà. Voilà. Exemple, je vais mener un exercice. Je vais leur mener un exercice, un petit exercice d'immersion, en leur disant voilà, vous devez, je vais citer l'exercice, vous devez poser un prémur. Marquez sur cette feuille toutes les étapes nécessaires à la bonne réalisation de cette pose de prémur. Donc, je leur laisse 10 minutes, un quart d'heure, je fais le tour des tables, je les aide, je les guide. Ils vont noter, ils vont gratter, puis après, on va chacun faire le tour des 3 groupes. Ils vont, à haute voix, devant les autres, dire bon, bah, nous, pour notre hypothèse, on a mis ça en place. Et à la fin de ce moment-là, je leur dis vous avez 2 choix. Soit au moment où vous me lisez votre feuille, on débunk sujet par sujet ensemble, et du coup, à chaque fois que vous soulevez une interrogation, je viens vous y apporter une réponse avec un élément de la formation. Ou, deuxième choix, je vous laisse me faire votre récit, vous arrêtez votre récit, et une fois que vous avez fini votre récit, moi je vous fais le mien. C'est-à-dire que je déroule ma formation, je fais dérouler mon PowerPoint. Ça ne m'est pas arrivé encore une seule fois qu'on me dise « Oh oui, s'il te plaît, déroule le PowerPoint. » Oh oui, s'il te plaît. Voilà, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix. Ils ont le choix. Ils ont déjà pas envie d'être là parce que clairement, moi, je fais mes actions de formation. Elles sont pas levées de manière préventive. Elles sont levées de manière curative. Donc, souvent, les gens que j'ai dans ma salle de formation prennent un peu cette action-là comme une punition. Ouais. Hein, tu mets le doigt là où ça pique. C'est ça. Voilà. Moi, je viens. J'ai tendance à dire un peu malhonnêtement que je viens leur mettre le nez dans leur merde. C'est cela, oui. Et c'est pas quelque chose de toujours très agréable. Donc, ils ont déjà pas envie d'être là, mais je leur redonne le contrôle. Donc, je vais leur redonner le contrôle. Bon, bizarrement, ils choisissent tous le moment où on a une grande discussion et où chaque question est abordée de manière ouverte. Donc ça, c'est un des premiers outils qui, on va dire, le plus simple à actionner. Après, dans les outils qu'on a en tant que maître du jeu, c'est connaître sur les bouts des doigts son univers. Et ben c'est la même chose. C'est-à-dire que je dois connaître mon sujet de formation, mais ça va de soi, sur le bout des doigts. Mais je dois aussi prévoir toutes les questions annexes par rapport à d'autres parties du métier qui peuvent arriver. Exemple, je t'ai parlé de prémur il y a quelques secondes. Le prémur est quelque chose qui va venir en interface avec le voile béton traditionnel, donc le mur de béton traditionnel. Et des questions qu'on va évoquer dans la formation prémur va soulever des questions en disant « Ah oui, mais alors du coup, quand on fait un voile banché, ça on se trompe, ou alors ça on ne devrait pas le faire comme ça ». Et là, le problème, c'est que techniquement, ça sort de mon univers. C'est l'univers dans lequel j'ai bâti cette formation, c'est un univers dans lequel on pose des prémurs. Ouais. Et là, je me retrouve à devoir à la fois répondre à leurs questions, parce qu'il n'y a pas de mauvaises questions.
je me retrouve à devoir répondre à cette question parce qu'elle a un sens, mais surtout à devoir ramener le débat vers ma formation prémure pour pas que ma formation prémure devienne une formation blanche. Oui. Parce que je n'ai que 7 heures. Je n'ai qu'une journée de formation avec eux. Je ne peux pas me permettre de dévisser sur des pentes interminables. Donc, à ce moment-là, il y a une solution tout simple, c'est de répondre à leurs questions. Ça, c'est la première des choses. C'est indispensable. Que si tu réponds pas, tu passes pour un clown et c'est terminé. Oui. T'as perdu la confiance. Tu n'en feras. Si ça t'arrive, ta formation commence à 8h, tu fais cette erreur-là à 9h, bon courage pour tenir jusqu'à 16h, ça va être compliqué. Et deuxièmement, ramener le sujet. Donc, ramener le sujet, mais pas trop violemment. C'est-à-dire que tu peux pas la jouer. Moi, je me permets pas de la jouer. Bon, bah écoutez, messieurs, on va se recentrer sur le sujet sur lequel on est là aujourd'hui. Votre question était très intéressante, mais c'est pas le sujet du jour. Ça, c'est vraiment ma carte dernier espoir. C'est si j'y arrive pas. Si j'arrive pas après plusieurs tentatives à ramener le débat. Mais mon autre technique, c'est de répondre à leurs questions par une question. Je leur donne une réponse. Et du coup, souvent, cette réponse-là me permet de rebondir en disant « Mais alors, du coup, maintenant, quand tu ramènes ça dans le prémur, tu le ferais comment alors ? Explique-moi. » Et là, assez naturellement, déjà, la personne se sent valorisée parce que je lui demande qu'elle m'explique quelque chose et qu'elle l'explique à l'ensemble de la salle. Et deuxièmement, très subtilement et le plus facilement du monde, j'ai retourné vers le sujet initial. Oui, en vérité, tu gardes ta ligne. Voilà, c'est ça. Garder ma ligne, garder le sujet principal de la formation. Est-ce que quand tu abordes ton sujet de formation, tu leur parles justement de cette dimension de jeu, de maître du jeu, ou est-ce que c'est subtilement mais non dévoilé lors de ta formation? Ça se passe comment ça? Alors c'est complètement non dévoilé parce que j'ai fait la tentative. J'ai fait des tests, les fameux tests AB. AB. Oui. J'ai fait les fameux tests en disant cette session-ci, j'y vais, je me présente et je leur dis. Et le problème, c'est alors c'est peut-être la même chose dans les autres métiers, mais moi j'ai une vision de mon métier, le BTP, qui est celle-ci, où on est dans un vieux métier. On est dans un métier où avant d'arriver à faire avancer les choses, c'est toujours très long, c'est toujours très dur à mettre en œuvre. T'arrives face à des gens qui ont 20, 30 ans de métier, qui sont des durs, un mètre sur un mètre, comme on dit dans le BTP. Tu leur dis, écoutez, moi je suis maître du jeu, ça y est, ta journée est terminée. Ça y est, c'est plié, quoi. C'est fini, bonne journée, tu peux t'en aller, au revoir, ça t'en obtiendras pas plus aujourd'hui. Par contre, subtilement, c'est des techniques que j'utilise mes techniques sans jamais les dévoiler, sans jamais dévoiler de où elles viennent, sans jamais en parler. Et à la fin de la formation, souvent, on ouvre la discussion et certains sont plus passionnés que d'autres par le moment qu'on a vécu et certains viennent me voir en disant « Ah, mais du coup, tout à l'heure, on a parlé de ça, mais j'ai vu la manière dont tu nous as ramené sur ça. T'as bien joué parce qu'il avait pas l'intention de lâcher le morceau et compagnie. » Et là, dans le off de la formation, je me permets, oui, d'en parler. De dire, écoute, moi j'ai l'habitude de faire ça parce que de temps en temps, le week-end, je me retrouve avec 5 loustiques qui ont pour but de me démonter un monde fantastique en moins de 5 minutes. Et forcément, ça arme. Ouais, t'es aguerri. Voilà, c'est ça. Comment on va, pour faire une analogie avec le JDR, j'ai pris de l'XP, de l'expérience. Ouais. Est-ce que tu as un protocole jeu qui est vraiment, en tant que maître du jeu, qui est bien modélisé, et est-ce que tu le répliques comme un copier-coller sur ta façon de faire les formations? C'est comme ça que tu fais? Non, alors j'utilise des techniques. Alors la plupart, en fait, aujourd'hui, pour comprendre le milieu du jeu de rôle, le leader incontesté, le monstre de tout, c'est Donjons et Dragons. C'est le nom qu'on entendra le plus souvent. Le problème, c'est que utiliser un monde comme celui-ci
aujourd'hui, dans le monde de la formation, c'est pas faisable. C'est parce que tout tourne autour des combats, Oui. autour d'une expérience de jeu. Par contre, ce que moi je prévois quand je vais créer mes PowerPoint, je crée mes PowerPoint avec les mêmes armes, alors armes au sens figuré, Mmh. que je crée mes mondes fantastiques. C'est-à-dire que je vais à chaque slide me lister sur un papier à côté toute question pouvant découler de cette slide-là. Ouais, tu prépares quand même. Hein. Voilà, je prépare énormément. Toute question qui peut découler de cette slide-là, je la note sur un papier. Après, je les classifie. Quelle question parmi celles-ci mérite une slide de réponse? Lesquelles méritent juste d'être dans ma tête et de faire une explication à l'oral? Lesquelles ont tellement peu de chances d'être posées que je peux les évincer? Et en fait, chaque slide de mes formations sont conçues comme ça. Donc, je commence avec une formation qui a 50-60 slides et qui finit à 240 ou 300 slides parce que j'ai quasiment 200 slides de secours. Ouais. Moi, quand on me parle de slides, ça me fait toujours flipper. Hein. Je cache le nombre. Ah ouais, parce que moi, tu me dis, il y a 200 slides à faire. Je suis déjà sur mon téléphone en train de regarder ce que je fais dimanche, moi. Et ben ça, j'en parle jamais. Et en plus, je ne leur donne pas, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas s'ils verront toutes les slides ou pas. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de slides de secours qui sont en dehors de mon PowerPoint, qui sont dans des sous-menus. Et si la question ne se pose pas, si elle n'a pas besoin d'être posée, parce qu'il y a certaines parties qui sont vitales à l'action de formation, c'est-à-dire qui sont nécessaires à ce qu'on vise à la fin, à l'objectif final. Certaines choses sont satellites et moins vitales. Et ben si elles n'ont pas besoin d'être posées, ils verront même pas les slides apparaître. Ah bah oui. Si par contre elles sont posées, et ben ces slides-là apparaissent. Alors après, je fais des slides volontairement épurés. Ouais. J'ai des slides qui sont très vides. Une image vaut 1000 mots, donc déjà beaucoup d'images. Du texte avec des mises en gras stratégiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'utilisation de l'IA. C'est quelque chose que j'utilisais beaucoup dans les JDR, c'est-à-dire utiliser l'IA pour générer une base d'aventure ou une base de monde. Et ben, je fais la même chose avec mes formations, c'est-à-dire que je vais générer des bases de slides avec l'IA avec des mises en gras stratégiques. Qu'est-ce que j'entends par mise en gras stratégique? C'est la mise en gras de certaines parties du texte de manière à ce que quelqu'un dont je ne capture pas l'attention auditive, mais que j'aurais capturé l'attention visuelle grâce à l'image, en quelques coups d'œil, arrive à comprendre de quoi on parle et à se raccrocher au wagon. Oui, à voir les points focus qu'il faut qu'il retienne. Ouais. Voilà, et donc toujours des slides très épurés. J'ai une grosse partie de mon boulot qui est le débunkage parce qu'on est dans un métier d'ingénieur, un métier d'ingénierie. Et si tu veux, si je me retrouve avec des gens dans cette salle qui soient maçons, coffreurs, bancheurs, et que je commence à leur parler de théorèmes de pression hydrostatique, de grandes formules mathématiques à rallonge, ou même de comment on calcule le fait qu'un bâtiment tient debout, j'ai plus de chances de finir pendu à côté de la baraque de chantier que de m'en sortir indemne. Donc, j'ai beaucoup de débunkage, j'ai beaucoup de apporter ce savoir, cette connaissance d'ingénieur à des gens qui n'ont pas ce parcours-là. Et donc, là, encore une fois, c'est important. Je simplifie, j'explique, je fais des analogies. Un exemple tout bête, l'étaiement. Donc, pour te situer, quand on va couler un plancher, on va étayer notre coffrage, on va étayer notre plancher de manière à reprendre les charges de celui-ci. Les gens de production ont tendance à mettre en place l'étaiement de manière robotique. C'est normal, c'est leur boulot à longueur d'année. Je prends une étaye, je la place, je la mets, je respecte le plan. Et de temps en temps, on n'est pas à l'abri que certains prennent quelques libertés avec le plan et se disent, celle-là, je la mets pas. Après tout, ça passe. De toute façon, les mecs prévoient 30% de coef de sécurité. On peut bien se permettre de ne pas la mettre. Et pour ramener cette réalité-là, je leur fais une descente de charge. Donc, partie chiante, mathématique. Voilà, le poids du béton, le poids du coffrage, le poids du ferraillage égale X.
égale tel poids. Et là, tu as les mecs, ça leur parle pas, même s'ils entendent un poids, ça leur parle, mais c'est Ouais. pas... Et là, dans ma slide, je mets une étai, donc une étai debout, un étai, et je mets un véhicule en lévitation, en équilibre, au-dessus De de cet l'été. étai, et en déséquilibre. Et je leur dis, voilà, le poids qu'il y a dans cette déchante de charge au-dessus de chacune de vos étais, c'est le poids d'un Renault Capture. Ah, bah là, c'est plus pareil. Et donc, je leur dis, à chaque fois que vous oubliez une étai, vous mettez en déséquilibre un Renault Capture. Et là, il y a un hic. Et là, il y a une prise de conscience instantanée. Et ça, c'est des choses qui me viennent pour faire le parallèle avec le JDR. C'est parce que comme le JDR, c'est un monde, c'est souvent des mondes fantastiques. Il faut se retrouver à expliquer des choses fantastiques à des gens qui vivent dans un monde classique. Ouais. Oui, Et du coup, la représentation, elle est bonne. du coup, voilà. Du coup, il faut venir créer une représentation de ce qu'on veut exposer. Tout à l'heure, tu as dit quelque chose, je reviens dessus. Tu as dit, ah non, mais moi, je me vois pas comme un formateur, mais plutôt comme un informateur. À quel moment tu penses que l'informateur va devenir formateur? Alors, question piège. Ah, c'est la question à 20 €. Hein. Voilà. Donc, pour moi, en fait, je me détermine. Le changement de statut se fait s'il y a des résultats. C'est-à-dire que si mon boulot consiste à parler pendant 7 heures dans une pièce, et qu'à la fin, j'ai les mecs qui sortent en courant de la pièce, qui n'ont absolument rien retenu, que ça n'a pas ça n'a pas chatouillé leur curiosité, ni avancé leur connaissance ou leur conscience du bien faire, à ce moment-là, je n'ai pas fait plus qu'informer. Ouais. Si par contre, en sortant de la pièce, l'anecdote que je te racontais, la fameuse photo avec regarde, on a ramassé les Les débris, déchets, ouais. et là je me dis, et là ça a formé. Là, on a créé une habitude. Ah, c'est bien. Donc, tu es quand même un peu formateur. Oui, je suis quand même un peu formateur. Et après, je vois aussi ça par la notion de réplication du savoir. C'est-à-dire le fait que, en cultivant ce savoir parmi 15 personnes, on va arriver à eux-mêmes répliquer ce savoir sur les autres personnes qui vont croiser sur le chantier. L'effet démultiplié. Voilà. Alors, ils vont pas être capables de redonner 7 heures de formation à la personne à qui ils vont expliquer, mais ces petits gestes du quotidien qui vont se démultiplier, c'est pour moi là la vraie force de la formation, la vraie différence entre l'information et la formation. Je me posais la question suivante dans les métiers du BTP. Hein. Moi, j'ai la télé, j'ai la radio, j'entends tous les jours que c'est sinistré, c'est compliqué, la construction va mal, on dit bien que quand le bâtiment va mal, tout va mal. Bref, comment ça se ressent? Est-ce que ça se ressent, toi, à ton niveau, ou est-ce que non, les gens, ils subissent, hein, ils vivent ces espèces de fluctuations-là? Mais comment ça se passe? Est-ce que tu sens ils veulent abandonner les formations, les entreprises sont défaillantes, elles consacrent moins de temps à ça? Tu vois quelque chose, toi, qui a lieu à cette espèce d'écosystème présent là de dégradation du marché? Alors déjà, la première chose qu'on ressent, c'est l'ambiance. C'est dans le métier, c'est devenu pesant. Tu sens qu'il y a un incertain permanent qui règne. Après, pour en revenir au sujet de la formation, ce qu'aujourd'hui je fais avec de la formation, il y a quelques années de ça, on l'aurait fait avec des modes opératoires. C'est-à-dire qu'on aurait fait des documents, on se serait enfermé dans une pièce, on aurait créé des modes opératoires, on aurait diffusé ces modes opératoires, et on aurait eu peut-être des actions plus ciblées, plus tel chantier a un problème, ok, on se déplace sur tel chantier et on résout le problème. D'accord. Cette crise financière a aujourd'hui ouvert le champ de la formation, dans le sens où, on va pas le cacher, il y a des financements derrière la formation. Il y a la possibilité de récupérer du budget avec les OPCO. Et donc, ce qu'on faisait il y a quelques années de manière ciblée, on va le faire maintenant de manière
plus ou moins ciblé, on va élargir le spectre et on va le faire au sein d'une formation. C'est-à-dire qu'on va rassembler les gens et on va, alors j'aime pas trop, mais un peu leur prêcher la bonne parole. Voilà, leur dire maintenant il faut faire comme ça. Alors, ça a des avantages, ça a des inconvénients. L'avantage, c'est que du coup, on donne le savoir disponible au plus grand nombre. Mmh. Et on n'est plus sur une vision étriquée mono-chantier. Le problème, c'est que ça ne résout plus les moutons à 5 pattes. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'on est dans un métier où on a beaucoup de moutons à 5 pattes. On a beaucoup le cas qui n'arrive qu'une fois ou qui vous arrive que 2 fois dans une carrière. Ouais. Et aujourd'hui, on a une perte de connaissances sur ces moutons à 5 pattes, sur ces particularités, qu'on n'arrive plus à gérer parce qu'on n'a plus justement d'action ciblée qui vise à résoudre ces problèmes-là. Ouais, il n'y a plus de protocole correctif qui est bien identifié, quoi. C'est ça, on a des protocoles généraux, mais on ne vient plus prendre au cas par cas, on ne vient plus ramener la réalité à celle d'un chantier uniquement. J'entends deux choses, moi, dans ce que tu m'expliques. Tu me parles de BTP, tu me parles de chantier, tu me parles de formation en salle de classe. Est-ce que tu fais des formations terrain? Est-ce que tu fais dans le chantier qui sont en train d'étayer sur le plateau technique réel, quoi, en vrai? C'est possible, ça? Alors aujourd'hui, c'est possible. Alors moi, aujourd'hui, le choix qui est fait, c'est de faire les formations en salle de réunion sur chantier. Ah, Donc on est au plus proche. Si tu veux, quand on parle de salle, quand je parle de salle de classe, c'est pas des salles de classe, c'est la salle de réunion du chantier. Donc on est sur place, on est au cœur du chantier, ce qui permet au moment des pauses de faire une longue visite chantier d'à peu près une demi-heure, où on va déambuler dans le chantier et parler de tout, parler des problèmes qu'ils ont rencontrés sur ce chantier-là, parler. Quand je parlais tout à l'heure de leur mettre le nez dans la merde, de dire bah là regarde là t'as typiquement quand je t'ai dit que ça il fallait le faire comme ça, bah là t'as le résultat de ce que ça fait quand on le fait pas comme ça. Voilà. ouais. Donc ça permet une immersion. Par contre, ce qu'on ne va pas faire aujourd'hui, c'est la mise en situation. C'est-à-dire que quand je parle de la formation pré-mur tout à l'heure, on va pas faire le choix de faire une pause de pré-mur ensemble. Non pas que c'est pas possible, mais ça ne devient pas possible par rapport à l'organisation chantier. Oui. Aujourd'hui, si tu voudrais faire une pause de pré-mur, il faudrait bloquer une grue, bloquer un jour précis de formation où il y a des pré-murs pour le chantier et venir faire du coaching sur ce moment précis. Peu probable, ça. Voilà, en termes d'organisation, il y a peu de sociétés qui peuvent se le permettre. Ouais. Voilà. Donc après, il y a l'autre solution. Je me permets de les citer et de les remercier. Moi, je travaille donc avec un organisme de formation qui s'appelle Elf Formation BTP, qui est donc situé dans le nord de la France, là où je me situe. Eux ont un plateau technique. Et ils vont, sur leur plateau technique, mener des actions de formation avec des confrontations au réel pour leurs apprenants. Donc ça, c'est une possibilité aujourd'hui qui existe d'avoir un plateau technique sur lequel on va avoir un espèce de chantier virtuel. Mais pour ma part, dans les formations que j'anime, on les fait au plus proche du chantier, c'est-à-dire sur le chantier, littéralement, sur la salle de réunion. Mais l'axe qualité que prennent ces formations ne se prête pas forcément à de la mise en œuvre. Ouais. Parce que je n'ai pas des gens dans la salle qui ne savent pas mettre en œuvre. Oui. Loin de là. J'ai des gens dans la salle qui ont oublié un tas de petits détails qui mènent à la non-qualité. Concrètement, je suis un expert bancheur, là. Enfin, un expert qui vient... Je définis mon expertise par mes 15 ans de pratique. Je viens à ta formation. Concrètement, je repars avec quoi? Tu repars avec, alors, dans la plupart du temps, ce que tu avais déjà, mais que tu as peut-être oublié. Ouais. Oublié ou négligé. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de temps maintenant. Le temps est la maître des choses et on nous dit... Alors, la phrase que j'entends le plus souvent dans la formation, de la part de ces experts, c'est de me dire oui, mais tu sais, on n'a plus le temps. C'est ça. Ça, on l'entend tout le temps. Ce à quoi je leur réponds, tu n'as plus le temps. Par contre, les 15 heures de finisseur qu'on va passer derrière toi,
à 40 € de l'heure, ça veut dire on a le temps. Bah oui. Donc, bah non, on n'a pas le temps non plus. Ah bah alors, il faut savoir, on a le temps ou on n'a pas le temps? Oui, parce que de toute façon, là, il va falloir y aller avec les finisseurs. Ils n'ont pas le choix. Voilà. Il faut que ce soit conforme. Donc, du coup, il y a déjà ramener l'église au centre du village. Après, on va leur donner des astuces. Des astuces, par exemple, donc tu prends l'exemple d'un coffreur-bancheur, on va lui dire, telle cale d'enrobage, donc les cales d'enrobage, pour expliquer à nos auditeurs, c'est ce qu'on va mettre autour de la ferraille de manière à garantir l'enrobage la bonne enrobage de la ferraille dans le béton. Tu vas lui dire, vous utilisez ça comme cale d'enrobage dans l'entreprise. Moi, aujourd'hui, je vous conseille plutôt tel ou tel modèle. Parce que de retour d'expérience, ce modèle-là, il est beaucoup plus solide, il est beaucoup mieux pour faire ceci, pour faire cela. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir, au sein de la même salle de formation, à la fois la production et l'encadrement. C'est parce que tout le monde entend la réalité. Le lendemain, notre fameux coffreur-bancheur va faire vivre un enfer à son conducteur de travaux et à son chef de chantier en disant « Le formateur, il l'a dit, il faut utiliser telle cale. Les cales que tu nous achètes à 3 balles chez Brico Dépôt, c'est de la merde. » C'est pas les bonnes. Voilà. Et d'un autre côté, le mec qui gère va ouvrir son tableau Excel, va se dire « Ok, on n'utilise pas les bonnes cales. Donc le formateur nous l'a expliqué, ça nous coûte, c'est des problèmes qui nous coûtent autant. Mais si j'achète des cales 10 centimes plus cher, je résous toute cette liste de problèmes. » Ouais. Et à la fin, il s'y retrouve. En vérité, c'est vraiment l'avantage là, c'est parce que très souvent, qu'est-ce qu'on vit en formation? La personne qui est opérationnelle, elle vient, elle comprend ce qu'il faut mettre en œuvre, mais c'est pas de son pouvoir la mise en œuvre. Donc du coup, elle se retrouve confrontée à quelqu'un qui dit oui, écoute, ça a bien marché jusque maintenant, continue donc comme ça, hein? Exactement. Voilà. Et du coup, maintenant, il fait les choses, mais pas en ignorance de cause. Il sait qu'il fait de la merde. C'est quand même terrible ça. Et là, j'aime bien la notion, moi, de mettre tout le monde autour de la table pour dire voilà, si tu veux qu'il les pose, il faut que tu les achètes. Si tu veux qu'il les achète, il faut que ce soit budgétisé. Si ça doit être budgétisé, ça doit être vendu et ça doit être dans le process de vente et de calcul de prix. Exactement, et on va jusqu'au bout, c'est-à-dire que je vais jusqu'au bout dans la démarche. Je vais moi-même faire des demandes de prix auprès des fournisseurs, récupérer le tarif, et en plus souvent, pour question d'être à charge jusqu'au maximum, je récupère des tarifs non négociés, parce qu'on n'est pas sans savoir que ces boîtes-là ont des tarifs négociés sur le volume. Moi, j'utilise les tarifs non négociés, et je leur dis, tu vois, entre le tarif non négocié de tel usage et le tarif non négocié de tel usage, le prix de ta qualité, c'est 2 €. Ah c'est moche. Et ces 2 € là que t'as pas voulu mettre, ils t'en ont coûté 10. Ouais. Et donc à partir, j'ai eu je parle souvent de déformation professionnelle, non pas de formation professionnelle. J'ai eu un mentor dans mon métier qui un jour m'a dit une grande phrase qui m'a marqué. Un jour, je fais une plateforme de cailloux et je lui dis écoute, je suis content, j'ai fini ma plateforme et il y a 2 camions que je n'ai pas fait venir. Donc, on a gagné 2 camions. Et là, il me regarde, il fait non, Mickaël, on n'a pas gagné 2 camions, on a dépensé moins. Ouais. Et c'est toute cette philosophie. Alors, à l'époque, je ne vais pas cacher que je l'ai détesté après cette phrase-là. Ouais. J'avais des envies de meurtre, mais aujourd'hui, les années passant et une certaine sagesse apparaissant, je me dis en fait, il avait pas tort. Bah oui. Oui, vas-y, je t'en prie. Et en fait, aujourd'hui, dans mes actions de formation, j'essaye de remettre ça, voilà, que ça soit ce que j'ai appris par cette personne, ce que j'ai appris par mon père, qui m'a beaucoup apporté en savoir terrain, qui est quelqu'un qui a commencé manœuvre et qui a fini maître compagnon, donc qui m'a apporté énormément d'astuces venant du terrain, de vrais concepts, pas abstraits, des choses qui marchent, des choses qui fonctionnent en dehors de notre PC. Et toutes ces choses-là, aujourd'hui, pour moi, les transmettre dans une action de formation, déjà, ça me donne de la crédibilité vis-à-vis de ces gens de terrain, parce que je leur raconte quelque chose qu'ils peuvent réellement mettre en œuvre. Et deuxièmement, le partage des réalités. Ça, c'est ce que tu disais à l'instant, le fait de mélanger tout le monde dans ces pièces-là, dans une seule et même pièce. Chacun va partager son expérience, chacun va partager sa vision du chantier.
et sa vision finale du chantier. Quand je parlais tout à l'heure du compagnon qui ne se rend pas compte qu'une fois qu'il quitte le chantier, il y a encore tout un tas de choses à faire, le conducteur de travaux, lui, il est là pour lui dire que pendant 1 an, il est passé tous les jours sur le chantier, gérer son finisseur ou gérer les levées de réserve, comme on appelle ça, les OPR, pendant des semaines et des semaines à galérer. Et chacun ramène sa réalité dans cette pièce-là et la partage. Qu'est-ce que, d'après toi, il est fondamental de garder dans ta pratique de formation liée au jeu et au maître de jeu que t'es, et qu'est-ce qu'il faudrait que t'améliores? T'as vu des choses comme ça qu'il faudrait que t'améliores dans ce contexte-là? Complètement. Alors, je vais commencer par la partie améliorée. Déjà, la partie améliorée, c'est ajouter de l'interactivité. Aujourd'hui, c'est mon grand combat dans mes formations. C'est ajouter l'interactivité. Donc là, aujourd'hui, je suis en train d'ajouter des sortes de quiz, mais alors pas des quiz où les gens répondent dans leur coin. Vraiment, je leur donne une ardoise, ils marquent sur l'ardoise A, B, C, D. Tu vois, on en revient à du très simple, à du matériel très basique, des ardoises, des feutres. Et moi, je fais apparaître une question pour tel sujet. Pensez-vous que telle pratique est la meilleure? A, B, C, D. Chacun répond. Et en fait, je vais venir apporter cette notion d'interactivité. Ça, c'est la première des mesures correctives que je vais amener à mes modules de formation. La deuxième chose, c'est le besoin de faire des monologues. C'est-à-dire que selon les situations, j'ai des difficultés à emmener les gens avec moi dans le monde dans lequel je veux les emmener, c'est-à-dire les transvaser dans l'aventure, pour faire simple. Et donc aujourd'hui, je suis en train d'essayer de développer tout un tas d'outils, chose qui était très simple pour moi dans le JDR, parce que comme je dis, dans le JDR, les personnes viennent autour de la table de manière volontaire. Ouais. Ils ont envie de jouer. Dans la formation, c'est pas pareil. Donc voilà. Comment organiser aujourd'hui ma temporalité de formation de manière à créer ce besoin, cette envie d'interagir? Alors tu sais que la règle, c'est qu'on ne voit pas ce qu'on ne connaît pas. Et peut-être que la solution, ça serait d'informer en amont de la formation un petit peu de comment ça va se passer et qu'est-ce qu'on attend des gens. Et ça, si tu donnes ça 48 heures avant la formation, ça leur permet de se poser des questions et d'arriver, toi, à la confrontation quand ils sont en face de toi, de leur dire, voilà, vous avez vu un peu les règles du jeu, ça va être ça. Est-ce que vous avez des questions? Alors, de manière à recadrer, tu vois. Oui, alors concernant le déroulé, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que c'est une solution qui peut s'y prêter. Ouais. Concernant le contenu de la formation, comme je l'ai dit, on est dans un vieux métier et dans un métier où ils vont pas le regarder. on n'aime pas vraiment ça. Ouais. Et alors, soit ils vont pas le regarder, soit ils vont le regarder, mais ils vont se mettre en tête de se préparer un maximum de cartouches. Ouais. Pour tirer de tout bois. Je vais vivre une première demi-heure de formation où je serai Bambi dans la forêt. Lapidé. Voilà. Et ça me fait rire quand tu dis Bambi dans la forêt. J'ai une anecdote là-dessus. J'ai une copine qui fait de la formation à des métiers du bâtiment. Et elle m'appelle un soir complètement comme ça. Elle me dit, écoute Laurent, je suis embêté. Je peux pas aller faire la formation devant. Demain, c'est une formation sur l'aide de motivation. Est-ce que tu peux me remplacer? Je dis, écoute, ouais, il y a pas de problème. Donc elle me file les infos. On est au mois de février. Je me pointe sur le centre de formation. On m'indique, je dis que que j'ai remplacé Madame Intel. On me dit, c'est là-bas, c'est dans les Algeco là-bas. Alors on est au mois de février, dans des Algeco, il y a pas de chauffage. Et là, il y a 3 costauds en chemise à carreaux rouges qui me regardent et qui me font « C'est toi la nouvelle ?» Et là, ça m'a fait penser à Bambi dans la forêt, tu vois. Ah oui, on est dans un
dans un milieu qui est un peu à l'ancienne, qui a pas. Au demeurant, ça s'est super bien passé, hein. Mais par contre, on a fait le CV adapté, hein, je peux te dire. Ah oui, non, mais c'est des super expériences. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup dans les métiers du BTP, c'est le parler vrai. C'est que je peux me permettre, pendant ces 7 heures de formation, de pouvoir parler sans filtre, de pouvoir parler ce qu'on pense, et même de dire certains mots que je ne dirais même pas Oui. dans le cadre du podcast qu'on a ensemble. Bien sûr. Tu vois. Oui, bien sûr, puisqu'en vérité, il y a un arc sémantique où les gens comprennent, on les voit s'invectiver avec les conséquences que ça a. C'est-à-dire que quand on s'invective sur un chantier, c'est pas la même chose que quand on s'invective dans un bureau. C'est pas la même chose. Exactement. Donc, c'est vrai On qu'il n'est y a pas calibré pareil. Voilà. C'est ni bien ni mal, mais on n'est pas calibré pareil. Voilà, il y a ce parler vrai. Et donc, tu vois, ça passe par des petits signes non subliminaux. Subliminaux, voilà. Tu vois, je fais extrêmement attention à la manière dont je m'habille. Ça peut paraître bête, mais j'y fais extrêmement attention. Je ne viens jamais en formation je n'y vais pas bon, déjà, je m'habille pas en costume habituellement, mais je n'irai jamais en formation en costume. J'y vais en chemise un peu détendue, j'ai mon look. Voilà. Jean, chaussures de sécurité en avant. Tout de suite, chaussures de sécurité, casque posé sur la table, gilet fluo posé sur la table. Comme ça, j'envoie le signal tout de suite de dire j'ai mes EPI. Tout à l'heure, on va aller faire un tour de chantier. Vous aurez vos EPI. Voilà. Parce que si je n'envoie pas ce signal-là, les autres, ils les mettront pas. Ils les mettront pas, c'est ça. Et puis derrière, on va passer une demi-heure de temps, le temps que chacun aille à sa voiture pour mettre ses EPI et compagnie. Je vais m'égosiller à leur crier dessus en disant « Mais on est sur un chantier, vous devez avoir vos EPI. » Oui, mais vous, pourquoi vous les avez pas? Exactement. Parce que moi, je suis chef, je suis invincible. Je suis le maître du jeu. Donc ça, tu vois, ça marche pas. Donc, c'est clair. C'est ce genre de signaux. Après, j'y vais. J'ai une posture qui est volontairement un peu nonchalante. Il m'arrive de m'asseoir sur le coin de la table. Oui. Et de discuter avec les gens de manière totalement informelle, avec les 15 personnes que j'ai face à moi. Mais parce que c'est la vérité d'un chantier. Oui, en vérité, t'es dans le contexte, tu représentes le contexte. Les mecs qui se mettent pas au tableau, en cravate, au garde à vous. Exactement, on se met, et c'est pour ça en plus l'intérêt pour moi de faire les formations sur le chantier, sur le chantier au plus proche. C'est-à-dire que je vais te raconter une anecdote, tu vas très vite comprendre. On fait une visite de chantier sur la fameuse formation Prémur. Je tombe sur un chef particulièrement récalcitrant à l'action de formation. Le fameux moi j'ai 20 ans de métier mon pépère, j'ai 30 ans de métier mon pépère, tu m'apprendras rien, j'ai rien à faire ici. On fait le tour de son chantier et je lui remonte très sympathiquement des choses qui vont pas. Et bien sûr, cette personne-là a réponse à tout. Oui, mais non, mais ça, on le fait ça comme ça. Oui, mais ça, on fait ça comme ça parce que. Oui, mais non, parce que. Ah, mais ça, d'habitude, on le fait. Hein. Ah ouais. Oui. Mais là aujourd'hui, on n'a pas le temps. Pas de bol. On arrive sur un sujet, donc la manière de gruter un prémur. Et il me dit, ah non, mais on les lève toujours comme ça. Moi, ça n'arrive jamais qu'ils sont levés comme ça. Et l'avantage d'être sur un chantier, c'est que donc nous avons les baies vitrées, les fenêtres des Algeco vues sur chantier. Ouais. Je déroule ma formation. Qu'est-ce que je vois passer quelques minutes plus tard? Un prémur dans les airs soulevé par une grue avec un ensemble de levage non conforme. Et là, je demande à tout le monde de dire, je prends à partie tout le monde en disant, je vous propose tous de regarder le chantier parce que cette personne, je nomme clairement cette personne en disant, elle nous a expliqué tout à l'heure que sur son chantier, on faisait tout comme ça, tout pareil que sur mes slides de PowerPoint. Je vous laisse constater par vous-même que c'est tout pareil. Et là, t'as un blanc. C'est tout pas pareil, du coup. Hein. Du coup, c'était tout pas pareil. Voilà. Et donc, du coup, là, t'as cette situation déjà qui fait rire, donc qui détend énormément l'atmosphère. C'est formidable le corps moment parce que du coup, ça détend énormément l'atmosphère. Comme on est dans un milieu où on aime bien charrier, la personne se retrouve avec 14 gugus qui, plutôt que de vouloir me mettre moi au pilori, ont pris comme nouvelle victime cette personne, ce qui, moi, m'offre un certain moment de repos. Du répit.
de répit, voilà. Et derrière, bah, tu as une illustration parfaite de ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, ça, c'est un truc que j'utilise beaucoup dans mes formations. Je suis un peu fourbe. L'inspecteur gadget mène l'enquête, tu vois. Toujours pareil, sur la même formation, on a un sujet, on n'utilise pas d'échelle, on ne doit pas utiliser d'échelle pour des prémures. Je sais très bien que quand je vais dire on n'utilise pas d'échelle, ces gens-là vont me répondre non, jamais, on n'utilise pas d'échelle, c'est la règle, c'est la loi, bien sûr. Demain, il y a un inspecteur de la CARSAT qui vient, tu trouveras aucune échelle sur un chantier, tu peux faire le tour. Bien sûr, quand on t'envoie sur un chantier, comme toute personne, quand tu connais pas le chantier, tu vas taper l'adresse sur Google Maps. Et puis là, j'ai eu un coup de bol. Là, j'ai pas eu besoin de mener beaucoup l'enquête, j'ai eu un coup de bol. Tu arrives sur Google Maps et là, tu as le chantier en cours sur Google Maps avec un gars en haut d'une échelle en train de remplir un prémur. Bah, qu'est-ce que tu fais? Tu captures ton écran, tu fais une capture d'écran, tu le mets dans ton PowerPoint, tu le mets juste derrière la slide et tu leur dis au gars, bon bah voilà, ne pas utiliser d'échelle, utilisez uniquement des nacelles ou des échelles à prémur spécialement faites, compagnie. Et là, tu as 15 personnes qui te répondent « Ah non, nous on n'utilise jamais ça, mais bien sûr, on le sait, c'est conseillé. » D'accord, ça vous arrive jamais. Pouf, slide suivante. La photo avec le logo de l'entreprise en gros, parce que il y avait le panneau de chantier juste devant. Ouais, mais ce jour-là, c'était... Ouais, bah c'était parce qu'il avait plu. Voilà, c'est ça. Bon, quand même, si, attends, je relève encore un truc. Ce pauvre gars là qui est devenu leur souffle-douleur aux 14 autres, comment tu fais pour le sauver là? Il ne s'agit pas qu'il vive ça, lui, comme un affront, comme... Ben, alors, si tu veux, c'est l'avantage du BTP. C'est qui aime bien, châtie bien, et il châtie très très bien. Ouais. Donc l'avantage, c'est qu'il va devenir leur victime pour quelques minutes, mais ça ne durera jamais longtemps. Ah, très bien. Et c'est ça le grand avantage de cette grande famille. Alors même si ce n'est plus ce que ça a été aux grandes années, mais il y a encore ce côté grande famille dans le BTP. C'est-à-dire que, alors je vais donner un prénom fictif, hein, admettons, cette personne-là s'appellerait Daniel. Bah, tout au long de la formation, quand je vais dire il faut faire ça, tu as des gens qui vont se regarder puis qui vont retourner « Ah Daniel, hein, il faut faire ça hein, du coup ». Ouais. Mais tu vois, ça va jamais prendre plus d'ampleur. Ouais, ça va rester du petit chambrage, quoi. Ça va rester du chambrage. Et si ça devient trop fort, je vais faire en sorte de ramener les choses vers moi. C'est-à-dire que je vais moi-même raconter de mon expérience chantier une merde que j'ai faite. Ouais, tu vas changer le focus, quoi. Voilà. Et je vais me repositionner comme le centre du problème. Ah, c'est bien. Et en fait, ça va désamorcer le sujet. Voilà. C'est l'avantage. C'est comme j'ai un passif chantier, si tu veux, j'ai suffisamment vécu de chantier, d'anecdotes de chantier, j'ai suffisamment vécu de chantier pour éventuellement soit appuyer mes dires lorsque c'est pour prêcher la bonne chose, soit me tirer une balle lorsque c'est pour prêcher la mauvaise chose. Oui, parce que t'as pas eu la chance de faire tout juste du premier coup, alors. Non, sinon c'est... Non, alors ça c'est le projet, ça. Ça, c'est le projet. Moi, tu vois, on parle de monde fantastique quand on parle de JDR. J'ai une phrase un peu signature dans mes formations, c'est que je leur dis qu'un chantier, c'est pas le monde merveilleux des licornes et des vaches phosphorescentes. Ouais, tu m'étonnes. Donc ça fait rire tout le monde quand je dis ça détend l'atmosphère. C'est qu'un chantier qui se passe bien, déjà, ça n'existe pas. Un chantier, le même mentor dont je te parlais tout à l'heure m'a toujours dit, un chantier, quand tu arrives à 8h le matin, tu as 50 solutions à tous les problèmes qui vont t'arriver. À 8h15, tu as 150 nouveaux problèmes et tes 50 solutions sont aux chiottes. C'est à peu près ça l'idée. C'est la vie d'un chantier. On vit l'aléa, le vrai aléa, quoi. Le vrai aléa, tu vis la météo, tu vis la livraison qui arrive en retard, tu vis... Et puis on gère de l'humain. Il ne faut pas l'oublier, on gère de l'humain. Tu sais que là, on mesure ce qu'est la compétence. Hein. Pour rappel, la compétence, c'est un savoir-faire opérationnel validé. Et là, dans ce que tu dis, quand on gère l'aléa, la compétence peut se déployer de manière, dans la dimension de l'aléa, d'être réellement opérationnel, donc adapté et mesurable par rapport aux règles de qualité, à tout ça. Donc, c'est intéressant de ramener ça avec cette notion de compétence.
tu vois. Mais c'est ce qui rend ces mesures de formation, ces actions de formation très intéressantes. Après, tu vois, justement, on n'a pas t'as pas la science infuse. Tu arrives en formation, t'as pas la science infuse. Tu dois connaître un maximum de choses, tu dois maîtriser ton sujet, mais t'as pas la science infuse. Combien de fois on m'a posé des questions pendant un module de formation auquel j'ai dit, écoute, j'ai pas la réponse. Donc, tu me laisses le temps de la pause midi ou la pause clope ou quoi que ce soit, je me renseigne, je vais chercher mon info sur des sites bien faits, je m'approche d'un fournisseur, je passe 2-3 coups de téléphone, j'appelle SOS les personnes d'expérience, donc pour ne pas les citer, mon mentor ou mon père, tu vois, en mode au secours. Et on m'a posé ça comme question, c'est la merde. Et on vient m'apporter une réponse, et donc je leur apporte cette réponse-là. Ouais, mais derrière ça, je le note, j'ai mon petit bloc-notes en permanence à côté de moi, je le note. Telle personne m'a posé telle question, ça a donné lieu à telle interrogation. Et le soir, quand je reviens chez moi, bah, le PowerPoint, il part pas intégralement à la poubelle, sinon j'aurais pas fini. Mais, du coup, tiens, nouvelle question à laquelle j'avais pas pensé. Est-ce que je dois y répondre par une slide? Oui, non, allez, oui. Est-ce que je fais ma slide? Oui. Et des moments où je me retrouve à modifier mes formations le soir à l'hôtel entre deux sessions de formation. Bien sûr. Parce que je me dis, je vais désamorcer cette question-là pour demain. Et c'est toujours dans ces moments-là, bien sûr, que la question le lendemain n'arrive pas. Mais je l'ai en stock. D'où l'aléa. D'où l'aléa, exactement. Ouais. Tu sais, l'autre jour, je travaillais pour un centre de formation, ils avaient 2 nouvelles formatrices qui arrivaient. Et le directeur me dit, tiens, tu peux aller voir comment ça se passe là pour elles, parce que moi j'ai l'habitude de former des formateurs, donc on va dire que j'ai une vision assez pragmatique du métier. Et là, j'ai vu ces 2 jeunes femmes. La première, c'était la pause juste à midi. J'ai dit alors, elle me dit c'est super. Ça s'est passé comme j'avais prévu. C'était impeccable. J'ai pu faire tout ce que j'avais prévu, minuter, machin. Oh, j'ai dit, putain, vous avez de la chance. Et je suis allé voir l'autre jeune femme. Et je dis alors, comment ça s'est passé? Elle me dit la catastrophe, rien ne s'est passé comme prévu. Et je dis, est-ce qu'elles sont restées? Parce que c'était des secrétaires médicales. Ah ben oui, elles sont restées parce que du coup, elles avaient des interrogations, donc il a fallu que je fasse ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, en vérité, ce qui se passe, c'est que si on analyse réellement les choses, le fait que tout se passe sans encombre, ça veut dire qu'en vérité, t'as pas d'interaction, t'as pas de participation, t'as juste du descendant, qui fait que tu leur as donné une consigne, tu leur as dit voilà, on va faire ça, et ben on le fait, voilà, c'est fini. Et de l'autre côté, t'as une formatrice qui, pour moi, est certainement beaucoup plus efficace. Je peux pas le dire comme ça parce que je les ai pas vues en action. Bien sûr. Mais en tout cas, je suppose que celle qui m'a dit rien ne s'est passé comme prévu et je me suis adapté, enfin, j'aurais plus tendance à lui faire confiance à elle dans sa capacité à former les gens, tu vois. Ah non, l'aléa doit être permanent parce que si t'as pas d'aléa, c'est pas possible. En vérité, c'est pas possible. S'adapter, c'est indispensable. Et après, au-delà de ça, si tu veux, moi j'ai remarqué aussi une chose qui est peut-être typique du BTP, c'est de mon expérience personnelle. Donc à la fin des formations, on leur remet un questionnaire de satisfaction pour doser. Mesurer. Voilà, mesurer la satisfaction et évaluer la satisfaction. Et en fait, moi je me suis remarqué une chose, c'est souvent le matin, j'en ai ce que j'appelle mon virulent, d'accord? C'est celui qui va me poser plein de questions, qui, j'ai l'impression, est en position tireur d'élite et est prêt à me mettre une balle en travers de la tête au moindre faux pas, au moindre mauvaise phrase que je vais dire ou quoi que ce soit. Et il va me faire vivre une épreuve sportive. Ça va être un véritable tennis avec lui pendant toute la formation. Il va rebondir, je vais devoir rebondir dessus, Alors, d'un côté, il met du rythme, d'un côté, il met du rythme à la formation, la formation devient très intéressante. Et souvent, le soir, quand je remets ces questionnaires-là, ce mec-là, tu le lis dans ses yeux qu'il n'est pas convaincu. Et tu te dis, waouh, il va me mettre des notes, il va me défoncer. Et quand tu prends les questionnaires et que tu les lis, et là, tu te dis, mais non, il m'a mis 5 partout, limite, il t'a marqué meilleure formation de toute ma vie. Bah oui. Alors que c'est le mec sur lequel tu n'aurais pas misé un seul euro sur sa réception à la formation. Ouais. Et au contraire, celui qui est assis dans son coin, qui n'a pas parlé, qui a acquiescé tout le temps, qui t'a dit oui, nickel, ah ouais, top et compagnie, alors lui, il va te descendre. Ah ouais, comme quoi.
c'est le constat que j'ai fait là de toutes les sessions de formation que j'ai pu faire depuis cette année. C'est vraiment et c'est systématiquement la même chose et c'est systématiquement le même profil qui se répète. Donc à force, bah tu apprends à les repérer et puis bah tu essayes de les mettre le plus rapidement possible dans ton En dans ton interaction. camp, En en interaction. interaction Ouais. et ça devient très intéressant parce que bah du coup ça devient une discussion, ça prend un cadre informel qui est très plaisant. Comme je dis, bah, depuis le début, ces gens qui n'ont pas envie d'être là, bah, tant qu'à faire, autant rendre le moment à un maximum intéressant. Moi, je le dis aux sociétés avec lesquelles je bosse. Déjà, là-dessus, on sera intransigeant. C'est ce mélange des qualifications. Toutes les qualifications, production, encadrement. Ça, c'est le premier sujet pour désamorcer, parce que ça désamorce le sujet de ah oui, mais alors ça, il faudra le dire aux conducs, hein, parce que alors les conducs, ils sont pas au courant. Ouais. Ou inversement, ah mais ça, il faudra le dire aux coffreurs, hein, parce que les coffreurs, ça, ils le font pas. Donc ça, déjà, ce sujet-là, il n'existe pas, étant donné qu'ils peuvent se le dire eux-mêmes. Et le fait d'être sur chantier, d'être à l'endroit où ils ont l'habitude, tu vois, tu les dépayses pas, tu vas pas les emmener dans une salle de classe. En plus, on est dans des métiers. Ouais, Et quand je dis ça, c'est vraiment. la salle de classe, c'est pas un souvenir C'est impérissable ça. pour eux. C'est pas péjoratif quand Mais je non. le dis que les parcours scolaires liés au BTP ont souvent une réputation peu reluisante. Et à tort, parce que c'est un métier formidable. Et Oui, ça n'empêche pas d'être intelligent. Hein. ça n'empêche. L'intelligence Oh là. opérationnelle, on la mesure tous les jours sur les chantiers. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je défie tous ces gens qui ont un jour dit à des gens tu sais rien faire de tes 10 doigts, tu sais rien faire à l'école, tu seras coffreur, tu seras peintre, tu seras maçon. Moi, tous ces gens-là, je leur dis venez aujourd'hui sur un chantier, vous allez voir les mêmes personnes à qui vous avez dit ça qui sont devenus. Exactement. Exactement. Et c'est une histoire qui se répète, c'est une histoire que je connais au plus proche de moi parce que j'en ai parlé brièvement, j'ai parlé de mon papa qui était dans ce cas-là, à qui on a dit t'es pas bon à l'école, tu seras peintre. Il a fini sa carrière, maître compagnon, a géré des dizaines d'hommes sur un chantier, à être une pointure technique à qui tout le monde a décroché son téléphone pour lui dire et sinon ça tu le fais comment? Voilà. Bah, et le ça, fameux Guy de Graine, vous ne réussirez jamais dans la vie, monsieur Guy de Graine. exactement. Ça, aujourd'hui, C'est excellent, ça, dans ça. le BTP, c'est le gros problème qu'on a. C'est aujourd'hui quand on dit, et quand je le dis en dehors, hein, tu sais que quand je dis au dehors, je mène des actions de formation dans le BTP, t'as des gens qui ont des railleries du genre, ah, tu leur apprends à lire et à écrire. Ouais, bien sûr. On en est encore à ce niveau-là. Et ça, alors bon, il n'y a pas meilleur moyen que pour me rendre fou que de me dire ça. Mais non, parce que j'ai des gens en face de moi qui sont intéressés, qui sont intéressants. Des gens qui ont un savoir technique, des gens à qui il faut savoir prendre. On en parlait tout à l'heure. Oui, je ne vais pas arriver devant eux en leur disant, bah, comme je te disais tout à l'heure, oui, bonjour, alors je m'appelle Mickaël, moi je suis maître du jeu, je fais vivre des aventures à des gens avec des elfes et des orques. Ma vie privée. Non, c'est bon, je suis mort. Là, c'est terminé. Au mot elfe, j'ai perdu 15 personnes. Ouais. Par contre, j'arrive, je leur dis, voilà, bonjour, je viens du métier du bâtiment, je leur raconte mon parcours, je leur raconte ce qui m'a amené devant eux aujourd'hui, et je leur raconte des anecdotes de chantier, du vécu, du réel. Et saupoudré de ça, j'utilise mes petites techniques comme cuisine interne, comme technique de communication, comme technique de guidance avec eux. Et en fait, ça passe Crème. parfaitement, ça passe crème. Ouais. Ce qui fait que, voilà, je le dis, comme je le disais tout à l'heure, je ne me considère pas comme formateur à première vue parce que je n'ai pas suivi un parcours classique qui nous emmène à la formation, mais qui fait qu'aujourd'hui, je prends un réel plaisir et une réelle passion envers ce métier, envers cette nouvelle compétence de développer, de me renseigner, que ça soit sur les neurosciences, à travers tes podcasts. Je suis auditeur avant d'aujourd'hui y participer. Oui, je sais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que je t'ai envoyé un message pour te dire merci pour ces podcasts. Ouais, parce que ces podcasts, je les écoutais sur la route en partant en formation et ils m'ont donné tout un tas de skills, tout un tas de solutions sur lesquelles je me suis renseigné, sur lesquelles je me suis cultivé et que tout doucement, je glisse Bien sûr. et je me fais cette caisse à outils qui aujourd'hui rend mes formations intéressantes. Tu sais, tu parlais de mentor au début quand j'ai commencé à faire de la formation.
j'ai un vieux formateur. Alors, maintenant, j'en suis un, donc je peux le dire. J'ai un vieux formateur. Je disais, mais c'est quoi être formateur? Je vais poser la question, parce qu'au bout d'un moment, tu peux t'interroger quand tu es novice Bien sûr. dans le métier. Il m'a dit, Laurent, c'est quelqu'un qui va leur apprendre tout ce qui n'est pas écrit dans les livres. Et aujourd'hui, tu es l'exemple même de celui qui va partager les tips qui sont pas forcément écrits dans les livres. Et la vraie force du formateur, c'est ça. Et puis, comme tu le dis, au fur et à mesure, tu t'aguerris à la confrontation, tu t'aguerris à la pédagogie, tu t'aguerris à la stratégie pédagogique, parce que mine de rien, tu nous as déployé de très nombreuses stratégies pédagogiques. Hein, la stratégie pédagogique consiste à concevoir un environnement qui favorise l'apprentissage des gens que tu accompagnes. Et c'est ce que tu fais là, en vérité, depuis le Bien sûr. début. Et c'est intéressant d'écouter comment quelqu'un qui nous dit qu'il est formateur, entre guillemets, depuis 1 an, hein, depuis le mois d'août l'année dernière, maîtriser aussi bien le contexte d'apprentissage. Et du coup, on arrive un petit peu à la fin de notre podcast. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à un jeune formateur, quelqu'un qui veut y aller, qui a l'enthousiasme, qui veut y aller? Tu lui donnerais quoi comme conseil? Y aller déjà tout simplement. Ouais. Être sûr, être certain de ce qu'on sait. C'est alors pas être buté dans ce qu'on sait, mais être sûr d'avoir la capacité à gérer les questions et les objections. Donc, tu es un expert un peu de son métier quand même. C'est mieux. Je Oui, pense, c'est plus facile. Je pense que c'est un. Alors après, tout dépend le métier. Tout dépend. Je veux dire, aujourd'hui, il y a des néo-métiers sur lesquels il existe très peu de retour de compétences. Mais par exemple, pour mon domaine, le BTP, y aller en étant sûr et y aller en ayant foi dans ses connaissances et ne pas se dire que parce qu'on est formateur, on n'a plus rien à apprendre. Je vais me tirer une balle moi-même. J'ai pendant des années dit une phrase, un vieux proverbe qui est quand on ne sait rien faire, on enseigne. Et je peux te dire qu'aujourd'hui, je m'en mords les doigts de l'avoir répété à outrance, cette phrase-là. Parce que aujourd'hui, je me retrouve de l'autre côté de la barrière où je vois tous les efforts, tout le travail nécessaire en recherche pour passer le savoir. Parce qu'avoir le savoir est une chose, le transmettre et le passer, c'est une autre. Ouais. Comment intéresser les gens, comment gérer les objections, comment se prendre la tête matériellement. C'est-à-dire que j'adore l'informatique, mais les heures et les heures à développer des prompts dans mes logiciels d'IA pour obtenir le résultat que je veux avec mes IA. Pour moi-même, de mon côté, comprendre certaines choses de mon métier duquel j'avais une vision théorique, pratique, mais pas forcément l'entre-deux. Comprendre aussi les réalités des fournisseurs. Essayer de comprendre les réalités à ce jeune formateur, je dirais, essayer de comprendre les réalités de chacun des membres de cette chaîne de fonctionnement et livrer aux gens auxquels on vient apporter cette connaissance l'intégralité des clés à eux-mêmes mettre en ordre le savoir qu'on leur donne. Eh bien, on se rappellera ce que disait Philippe Carré, hein, apprendre est un acte volontaire et autonome. Donc, on doit guider, mais la responsabilité de l'apprentissage, c'est l'apprenant qui l'a. Nous, on a la responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, de créer des espaces qui soient favorables aux apprentissages. Écoute, on a passé un super moment, Michael. Merci tout d'abord, comme tu l'as dit tout à l'heure, de venir échanger avec nous dans le cadre du podcast. Tout le monde est le bienvenu sur le podcast. Si vous avez des expériences à partager, si vous avez, comme Michael, un savoir-faire et puis que vous avez envie de le faire, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter, à nous le dire. Vous serez les bienvenus, on échangera toujours avec bienveillance ensemble. Et Michael, encore merci d'être venu. Merci à toi. Voilà, je pense que nos auditeurs comme nous vont passer un bon moment à écouter ce podcast. Et je vous dis à très bientôt sur le podcast de la formation.